BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bonnes vacances, bel été, merci d'être là. De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, radio, télé, sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play et un peu partout. Vous nous écoutez peut-être en vacances, eh bien profitez-en bien, vous avez bien raison. C'est le dernier De quoi je me mêle de la saison. Et oui, après c'est à nous de nous dorer la pilule à la plage et on reviendra frais dispo, tout bronzé, ce sera toute fin août. Alors pour ce dernier De quoi je me mêle de la saison, on va se faire plaisir, on va revenir sur les éléments marquants de ces derniers mois dans le monde de la tech. Et croyez-moi, on a 2-3 sujets à évoquer entre Elon Musk qui a fait 2-3 trucs quand même, l'intelligence artificielle qui a accéléré avec notamment l'intelligence artificielle générative, la disparition aussi d'une marque de smartphone, Oppo, cette marque chinoise qui s'était imposée en France et en Europe et qui est en train de quitter le pays et quitter le continent. On en parlera tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi, si on a le temps, le partage de compte de Netflix qui visiblement est en train de payer. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle. Vous avez remarqué, on a pas mal de choses à se raconter pour cette dernière. Avec, pour commenter l'actu, cette semaine, Nicolas Lelouch. Salut Nicolas. Salut François, ça va ? Journaliste à Numérama qui n'est pas encore en vacances. Non, jamais, c'est pas bien. Jamais. Un petit peu à Nice quand même. Un petit peu à Nice, évidemment. Oui, au mois d'août. Voilà. Nicolas Lelouch, donc, et en face de lui, c'est JB de The E-Collection. Salut JB. Salut François. Ravi de te retrouver. Également. Toujours cool de t'accueillir dans De quoi je me mêle, JB. Vraiment. Toujours un plaisir de venir. The E-Collection. Voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne YouTube, franchement déjà, honte à vous. Et puis, deuxièmement, si vous êtes un fan de tech, allez jeter un œil à ce que fait JB. C'est vraiment d'excellente qualité, comme on dit. Voilà, tu me payeras après, petit Lydia, un petit peu. On s'arrangera. Il y a pas de C'est un resto. Bon, on va faire un petit récap de l'actu, ça vous va ? Parce que franchement, on a vécu une année de dingue, hein, mine de rien. Quand on une y année, pense, 6 premiers mois. Un semestre de dingue déjà. Ouais, On un dirait semestre. Une saison, on va dire, en radio. Et c'est vrai que nous, c'est septembre-juin, mais c'est vrai que cette année 2023 n'est pas terminée et on est toujours, enfin, toutes les semaines, il arrive un nouveau truc. Ouais. Et commencer par peut-être la montée en puissance de cette IA et notamment l'IA générative qui est en train de bouleverser en fait plein de secteurs, plein de métiers qui questionnent énormément sur notre société, sur l'avenir de notre société. Franchement, c'est pas un sujet anodin, c'est véritablement une innovation de rupture. Je sais pas ce que tu en penses, hein, Nicolas. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là. C'est vraiment, à mon avis, si on suit comme ça la frise chronologique de la tech, on marquera d'un point bien rouge la fin de l'année 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Hein. Tout à fait, c'est rare en fait dans la tech. On a souvent des innovations majeures, des entreprises qui disent que là elles vont révolutionner un secteur. L'année dernière, le buzzword c'était métavers. Cette année, métavers, on a tous oublié que ça existait. Et là, quoique avec Apple, il y a eu un petit vaccin de rappel. Ils n'appellent pas ça métavers. Voilà, ouais, mais en bon, tout cas, on sait un masque avec des trucs qui s'affichent dedans. Quoi. L'idée d'un monde social dans lequel on interagirait le soir, elle est morte. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle est plus d'actualité et on est passé sur les casques. Mais ça, on en parlera après. À mon avis, elle n'est pas morte. Mais ça, on verra. C'est un autre débat. Je pense qu'il y a une vague d'investissement chez Meta qui est toujours en marche parce que cette technologie n'est pas encore prête. Mais on aura l'occasion d'en parler. Vas-y, je t'ai coupé. En tout cas, on est d'accord pour dire qu'on en a moins parlé en 2023. C'est vrai. Et a contrario, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces ruptures technologiques dont on va continuer de parler pendant plusieurs années. Et je ne pense pas que d'un coup, ChatGPT devienne un sujet inintéressant et que plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe du côté d'OpenAI, de Google ou de Microsoft. Parce qu'on a vu quelque chose qui est assez rare dans ce milieu. C'est une vraie rupture technologique. C'est quelque chose qui, la première fois qu'on l'utilise, on se fait « Ah ouais ». Parce que, en effet, la première fois qu'on parle à ChatGPT, on était habitué à Siri, à Google Assistant. On se dit, le gars qui est derrière, il répond vite quand même. Il répond très vite, c'est clairement la première impression qu'on peut avoir. On s'est souvent demandé dans les années précédentes pourquoi Siri, Google Assistant et Alexa étaient aussi bêtes, avec souvent pour préconclusion que malheureusement les IA ne pourraient jamais discuter comme un humain parce qu'elles sont faites pour répondre à des réponses préconçues. Et là, on arrive avec une technologie qui est capable d'analyser ce qu'on lui a dit, de répondre de manière très précise,
exercice de surenchérir sur un sujet, et des de blaguer. mécanismes intellectuels étonnants. Pour résumer, tu le disais, pour écrire des textes. C'est ça, qui calque complètement le modèle humain, parce que c'est de l'apprentissage qui s'est inspiré de l'être humain. On a vu d'ailleurs des dérives au fur et à mesure de ces premiers mois. Avec, ça a commencé par ChatGPT en novembre 2022, tu l'as rappelé François, mais en février, on a Microsoft qui se lance dans l'arène en partenariat avec OpenAI en intégrant ChatGPT à Bing. Et là, on se retrouve avec une IA qui est tellement à l'aise et qui a tellement imité l'intelligence humaine en quelque sorte, qu'elle se met à nous faire des blagues, qu'elle se met à mentir, qu'elle refuse de répondre. C'est un de mes meilleurs moments de l'année sur Numérama. C'était ces articles sur on a essayé Bing et Bing m'a insulté. Et je lui ai posé une question, il fait non, j'ai pas envie de te répondre. Enfin, mais qu'est-ce que c'était que ça en fait? Jamais on aurait vu ça sur Siri, Google Assistant. Mais d'un côté, c'est tellement drôle quand tu prends du recul. C'est super drôle. C'est incroyable, quoi. C'est super drôle. On a aussi vu Google paniquer. C'est rare quand même de voir Google paniquer et de répondre dans la précipitation avec ce prototype de Google Bard en février, lancé en mai aux États-Unis, puis en juillet en France. C'est tout nouveau. Meta qui rate le coche. Meta qui rate le coche, mais qui dit vous inquiétez pas, nous en fait on est tellement en avance qu'on va lancer un truc beaucoup mieux dans quelques années. Il faut pas s'inquiéter. Enfin, il y a vraiment tout le monde qui s'y met. On sait aussi depuis mi-juillet, c'est Mark Gurman de Bloomberg, souvent lui, que Apple aurait en interne développé en urgence l'année dernière un Apple GPT. C'est comme ça que ça serait surnommé en interne. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas, ils ont une IA à qui on peut parler. Donc, on peut imaginer que l'année prochaine, on ait enfin un Siri qui soit capable de répondre à une question de culture générale. Donc, ou juste une question. Ou juste à une question. Tu as raison de le dire, JB. Mais Siri, c'est vraiment une catastrophe. Ah bah, c'est l'anti-ChatGPT. Ah non, mais ça, c'est vraiment... Siri, c'est ChatGPT bourré, quoi, j'ai l'impression. C'est super Siri pour... moi, j'ai une maison très connectée. C'est super pour ça. Qu'est-ce que c'est rapide. C'est meilleur. Ça fracasse Alexa et Google. De temps en temps, quand même. Alors, quand ça se trompe, c'est chiant. Mais en tout cas, on lui dit éteins cuisine. Google va mettre 3 secondes. Lui, on a dit cuisine. Le E est prononcé que c'est éteint. C'est vraiment la rapidité d'exécution de Siri là-dessus. C'est assez fantastique. Mais bon, ChatGPT fait un peu plus qu'éteindre la lumière de ma cuisine. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, je pense que c'est le sujet numéro 1 de cette première partie de 2023 et que c'est surtout une révolution technologique comme le smartphone a pu l'être en 2007, comme d'autres ont juste Internet, comme les réseaux sociaux, tu juste compares Internet, au lancement d'Internet, toi, JB? Clairement, parce que je pense que, alors moi personnellement, je pense que nous aussi, on n'a pas connu peut-être Nicolas et moi le switch entre l'avant Internet et le nouveau, parce que nous on est nés vraiment avec Internet. Toi, tu l'as peut-être connu. Je l'ai connu. Mais avant, moi, j'ai eu le premier émoi de découvrir un navigateur Internet, les gars. Ça, c'est stylé. Moi, je me rappelle de la connexion AOL qui faisait un petit bruit. 98, je me connecte pour la première fois sur Internet, quoi. Ah oui, donc tu as ce souvenir de ta première connexion Internet? Bien sûr. Non, mais c'est fou. C'était tu sais, les gros écrans comme ça, les grosses télés, ça, je me rappelle, cathodiques, etc. IBM. Et tu voyais afficher avec Netscape, je me souviens, c'était Netscape à l'époque. Tu voyais des informations qui s'affichaient et tu faisais, enfin, nous qui avons connu, moi j'ai connu le Minitel. En fait, c'était un super Minitel en couleur avec des trucs et tout. Tu te disais, mais waouh, c'était incroyable. Mais est-ce que du coup, toi, tu compares l'intelligence artificielle au lancement d'Internet en 98, 99. Ouais, complètement. Moi, je trouve vraiment que c'est une rupture et on est à l'orée, je pense, d'une vraie révolution sociétale. On le voit déjà. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ce patron hindou qui a dit qu'il avait viré 90% des gens de son entreprise. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Je ne l'ai pas vu. Après, c'est pas le meilleur exemple de pourquoi l'IA est géniale pour la société. Non, mais en fait, il y a plein de trucs. Comme quand Internet est arrivé, ça a aussi complètement déstructuré des métiers. Mais oui, ça va déstructurer des choses. Je veux dire, regarde la presse, enfin, il y a plein de choses, et c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le progrès technologique qui bouleverse, en fait, les acquis précédents. Mais bon, voilà, il faut aussi évoquer les conséquences que ça va avoir sociétales. Non, mais ça va en avoir, j'espère majoritairement bon, et je pense très sincèrement majoritairement bon. Évidemment, on se concentre sur ces robots qui vont remplacer des tâches humaines, qui vont faire qu'il va y avoir des licenciements, et on a toujours cette peur d'être remplacé par un robot. C'est le fantasme historique en matière de nouvelles technologies. Mais je pense que, in fine, ce que ça va apporter à la société, aussi bien à l'être humain dans son travail qu'aux sociétés plus générales, aux villes, sur plein d'aspects, c'est assez révolutionnaire. Il va y avoir de plus en plus d'usages. Il faut rappeler quand même que l'intelligence artificielle n'a pas été inventée en 2022. Il y en a toujours eu dans nos produits qui génèrent des albums photos super intelligents. En fait, on sent. Oui, en fait, tu scrolles 2 secondes sur TikTok, t'es en plein dans l'IA déjà. En fait, l'IA par nature est silencieuse et c'est vraiment amélioré avec le temps. Mais là, en fait, on a cette forme d'IA générative qui va créer à notre place, qui peut discuter avec nous, qui rappelle beaucoup des films de science-fiction à l'Iron Man avec Jarvis par exemple.
Et c'est en cela qu'on a passé une étape et que maintenant que les gens savent que c'est possible, et très sincèrement, j'ai pas honte de le dire, je pensais pas que c'était possible. Moi, il y a encore 7-8 mois, j'étais vraiment convaincu que c'était un gap qu'on ne pourrait pas vraiment atteindre et qu'on ne verrait pas de notre vivant. Donc, je pense qu'il va y avoir des trucs très sympas. Mais justement, pour continuer sur ça, moi j'avais un peu peur que justement, par exemple, les étudiants aujourd'hui, ils aient tout à portée de main trop facilement, comme nous on l'a eu un peu avec Internet à l'époque. Sauf que j'ai pu un peu discuter avec des professeurs dans des facultés et autres qui m'ont dit qu'ils voient très clairement et nettement si un devoir a été fait 100% sur ChatGPT, parce qu'ils savent que ça ils n'ont pas pris en cours, cette formulation c'est trop complexe, donc en fait ils voient à distance quand même que ça a été fait pas par un élève de telle classe, donc en fait ça peut aider mais ça va pas remplacer le cerveau humain, parce qu'on a toujours besoin de réfléchir. Et ça va être une aide comme on a eu Internet qui nous a aidés. Le truc, c'est qu'on est au début de ChatGPT. On est à ChatGPT 4, mais est-ce que demain, on n'aura pas encore une espèce de fluidité dans les propos qui feront que ça sera encore plus difficile de détecter si tu veux un texte écrit par l'IA que par l'humain. Et puis aussi les profs, alors c'est plutôt rassurant ce que tu dis, mais les profs ont tellement de trucs à faire, il faut qu'en plus ils se posent la question maintenant quand ils corrigent des copies si c'est fait par ChatGPT ou pas, tu vois. Enfin je veux dire, c'est malgré tout, il y a un problème là-dessus. Il y a un problème là-dessus, et c'est vrai. Alors moi la dernière fois, pour tout vous raconter, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un texte pour vérifier, et j'ai vu tout de suite que c'était écrit par ChatGPT, parce que nous on commence à avoir l'habitude, et tu voyais les formulations, tu voyais le côté un peu enfin c'est très compliqué à expliquer, mais tu sens que c'est pas un humain qui a écrit ce truc là. Parfois c'est presque trop parfait aussi. Ouais, c'est trop parfait, c'était tellement scolaire, tellement scolaire, voilà, c'est ça. Mais c'est là où on verra la vraie distinction entre les personnes qui vont faire que du ChatGPT par exemple, et ceux qui vont faire un peu de ChatGPT pour s'élever, et d'autres qui vont faire que ça. Mais comme avant, tu faisais un peu de Wikipédia, tu prenais un peu de Wikipédia pour bosser et pour on va dire apporter ta patte. Et surtout, la réalité, c'est que moi je pense que ces outils de chatbot sont amenés à être le futur de nos assistants vocaux. J'en parlais avec Google au moment du lancement de Bard. Évidemment. Et eux me disaient que, par exemple, la question qu'ils se posaient, c'est quand Google Assistant n'a pas une réponse, aujourd'hui, il dit « je n'ai pas la réponse à cette question ». Et leur question, c'est est-ce que dans le futur, on ne devrait pas le rediriger vers Bard quand il n'a pas la réponse ? Comme ça, il va faire une réponse. Donc, voilà, je demande à mon ami Bard et Bard répond. Je pense qu'on va se diriger vers ça. Mais même c'est Bard qui prendra le relais de Google Home, non ? À voir, parce que Google Assistant a l'avantage de répondre en local pour de la lumière, de l'heure, est-ce qu'on a besoin de prendre, de pomper un serveur ? En tout cas, la transcription de la voix... Est-ce que tu n'as pas des serveurs qui ping ? Si, c'est peut-être pour ça que tu mets 2-3 secondes. Alors que Siri, pour le coup, fait des choses beaucoup plus localement. Je crois qu'il y a c'est pour ça. Hein. Mais en tout cas, c'est pas du tout les mêmes technologies. Donc je pense que les deux sont un peu amenés à cohabiter parce qu'il faut de la réponse ultra rapide, etc. Mais je pense qu'il va y avoir une évolution intéressante. En plus, il y a même les extensions qui arrivent sur Google Bard. Ils vont les arriver, là, je crois, cet été ou un peu plus tard. On va pouvoir les dire, voilà, je vais partir en voyage à tel endroit, je vais faire tel truc. Il va prendre les billets d'avion, les billets de train, les expos, et il va tout nous sortir. Mais ça va être la claque. Google a plein de services, il y a Google Flights, Google Maps, Google Photos. T'imagines le jour où tout va être connecté, ça va être chaud bouillant. En fait, il y a aussi cet aspect, c'était ce que je voulais dire avant, j'avais oublié, j'ai eu un trou de mémoire. Ça arrive, c'est la vieillesse, Nicolas. Même au meilleur. Je voulais dire que, certes, ChatGPT a tendance à être vu comme un chatbot à qui on parle, mais c'est pas forcément la fin ou le modèle final des IA. Ce qu'on voit avec Microsoft, c'est que là, ils ont le projet de commercialiser, je crois, $30 par mois, ce qu'ils appellent Copilot, qui est une intégration de GPT-4 à leur logiciel. Donc en fait, on est dans Microsoft Word et on dit est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation pour telle entreprise ? Ça l'écrit, tu peux modifier tel paragraphe. Tu dis est-ce que tu peux convertir ça avec un PowerPoint, avec une photo de moi, avec une photo de mon travail, et ça va le convertir tout seul. Et de ce point de vue-là, on n'est pas sur quelque chose qui fabrique à notre place, on est sur quelque chose qui va nous aider. C'est-à-dire que nous, on va lui dire ce qu'on veut précisément, et lui va générer. Oui, l'humain reste c'est plutôt pareil sur l'image. On a vu tout à l'heure Adobe Photoshop avec Firefly qui génère des images, qui peut agrandir des images. C'est impressionnant. Moi, je suis fan de ce que fait Photoshop. Là, on le voit à l'instant. On a juste à lui générer, on dit vas-y, mets un autre sol, rajoute un animal, et il va le rajouter, et ça marche vraiment super bien. À la fin, cette IA générative n'est pas forcément censée faire ce qu'on fait à notre place. Non, mais ça c'est clair. Peut nous améliorer, et là-dessus, j'y crois, mais
tellement. Et puis, génial. il y a des choses incroyables qui se préparent, notamment dans la santé, et qui continuent en fait d'arriver dans la santé, parce que l'IA est... Enfin, moi, j'ai la chance dans Tech & Co de recevoir plein de startups qui travaillent justement sur l'IA et la santé, et on se prépare à vivre des révolutions. On va avoir des médicaments qui vont arriver beaucoup plus vite, des traitements ciblés pour certaines personnes, parce que aujourd'hui, je sais pas, on a un cancer, on a tous à peu près la même thérapie. Mais demain, grâce à l'IA et grâce à la puissance de calcul et à l'intelligence, on pourra créer en fait un traitement spécifique pour chaque personne, parce qu'on aura identifié exactement ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est une révolution. Bien sûr que ça va augmenter notre société en quelque sorte, mais il y aura des conséquences sociales, c'est certain. Mais c'est comme ça. Et puis on n'y peut rien de toute façon. En fait, il faut l'embrasser. C'est la pièce finale à une révolution technologique personnelle. Je pense, tu parles de la santé. Quand tu dis ça, je pense aux montres connectées qui captent énormément de données sur notre santé aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous, on n'en fait rien de ces données parce que ça nous dit quand il y a une urgence, mais on n'a pas le niveau de connaissance pour mélanger tout ça et pour en définir quelque chose sur nous. Demain, cette intelligence artificielle, elle va permettre de mélanger toutes ces données, de les interpréter, de conseiller des conseils de nutrition, de dire ce qu'il faut faire en sport pour s'améliorer, parce qu'en fait, ça va être le cerveau qui manquait pour relier tous ces éléments entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça se trompe? Si, mais c'est pour ça que je pense que ça va prendre son temps. Et on voit bien que l'approche de Google par rapport à OpenAI, d'aller hyper lentement, de prendre son temps, de mettre 1 milliard de disclaimers toutes les 10 secondes pour dire attention, Bard peut beaucoup se tromper, Bard invente. Donc, il y a marqué Bard expérimental. Bard expérimental. Donc on y va vraiment petit à petit. Il y a en effet des risques que ça se plante, mais au fur et à mesure, il vaut mieux finalement un outil qui est approximatif que rien du tout et débrouille-toi avec ces données-là. L'IA, on arrête là. Il nous reste 10 minutes. Je pense que Elon Musk mérite quand même bien 10 minutes de débat. Ou 2h30, je sais pas. Avec JB Nico quand même. Parce que là encore, s'il y a une personne qui a créé l'actualité, qui a fait le buzz, qui a énervé les gens, qui a aussi émerveillé parfois, et c'est ça la personnalité d'Elon Musk. Elle est tellement contrastée, tellement ambivalente, j'ai envie de dire, et paradoxale que, on est obligé de l'évoquer avec, là aussi, une actualité incroyable. Oui, 2023, c'est l'année où j'ai décidé de dissocier les entreprises Elon Musk d'Elon Musk. Parce qu'il y en a marre, en fait. Et je pense que toutes les personnes qui sont fans de Tesla, SpaceX devraient faire de même. On peut aimer ces entreprises qui sont fantastiques sans dire que Elon Musk est parfait et que c'est l'entrepreneur de référence qu'on doit tous suivre. Cette année, j'ai listé tout à l'heure tout ce qu'il a fait depuis janvier 2023. J'ai tapé Elon Musk Numérama, on a une page où on liste tous nos articles, je suis allé au 1er janvier et j'ai remonté tout depuis. Donc dans l'ordre, il a mis fin aux API de Twitter qui permettaient de partager des comptes. En tout cas, il les a vendus à des prix tellement élevés qu'il y a plein de comptes qui ont dû fermer. Toutes les applications tierces qui ont fait le succès de Twitter, je pense à Tweetbot, Twitterific, qui faisaient le succès, il les a fermés du jour au lendemain, il les a même pas prévenus, il a juste coupé l'accès, il leur a pas répondu. Waouh. Il a lancé Twitter Blue en France de manière illégale, parce que le prix est affiché sans TVA, ce qui est complètement interdit évidemment en France, et il a fallu des mois pour que ce soit corrigé. Il a boosté ses propres tweets aussi, parce qu'il n'était pas content que Joe Biden ait eu plus de vues que lui sur un tweet, donc du coup il a changé l'algorithme pour que tout le monde voit ses tweets. Bon, ça ils l'ont rectifié, ils l'ont changé un petit peu après. Ils ont mis fin à la double authentification par SMS, en tout cas ils l'ont réservé à la version payante. Ils ont mis fin au badge bleu des vraies personnalités, et maintenant c'est uniquement payant. Les gens qui payent, c'est que les fans d'Elon Musk. Et maintenant, vous allez sur n'importe quel tweet, tous les premières réponses, c'est des gens certifiés, généralement des gens qui pensent tous pareil, donc on vit dans une bulle, Twitter est devenu une bulle avec une pensée quasiment unique, il y a eu des films piratés, et puis n'importe qui peut avoir ce badge de certification, c'est ça le n'importe qui peut l'avoir, depuis peu maintenant les tweets sont limités par jour à ce qu'on a le droit de voir sur la plateforme, je disais les pubs aussi maintenant sont très mauvaises parce que les vrais annonceurs sont partis, donc souvent c'est des arnaques, des faux jeux, des crypto-monnaies, et maintenant il a décidé de payer les créateurs qui font le plus de vues sur Twitter, et les gens qui font le plus de vues c'est les gens qui payent, et donc les gens qui payent sont souvent les gens qui pensent comme lui, donc en fait il paye des gens à faire des pubs pour des crypto-monnaies ou pour balancer des idées un peu controversées, parfois à la limite de l'extrême droite. Donc voilà, le bilan d'Elon Musk sur Twitter en 6 mois, il fait un peu peur. Et en même temps, on adore tous Elon Musk pour Tesla, on veut qu'il installe une usine en France, SpaceX a encore battu des records, donc voilà, c'est un vrai paradoxe cette personne, et je suis toujours aussi ébahi par à quel point une personnalité peut avoir une double façon de faire les choses. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB ?
c'était un personnage qu'il n'y en a pas d'autre à côté aujourd'hui. C'est un peu comme des sortes de gourous qu'on va suivre, que certains vont suivre pas à pas, qui vont créer des choses, qui vont créer des choses géniales. Et ça se trouve un jour il va se présenter à la présidentielle américaine, c'est vrai. Bien sûr. Parce qu'il a tellement. C'est le Steve Jobs des années 2020, on peut dire. En tout cas, pendant longtemps, il donnait cette image. En termes de notoriété, en fait, je parle. En termes de notoriété, oui, c'est devenu la référence. C'est la star de la tech. Maintenant, avant, il a longtemps été présenté, comme d'ailleurs, en fin d'année, il y a la biographie de Walter Isaacson qui sort. C'est lui qui a fait la biographie de Steve Jobs, il a fait la biographie d'Elon Musk. Et quand il a commencé la biographie, c'est parce qu'il le voyait justement comme le nouveau Steve Jobs. La réalité, c'est que Steve Jobs n'a jamais utilisé son influence pour faire de la politique, pour soutenir un candidat, pour balancer des idées qui sont extrêmement controversées. Il avait sa face sombre aussi. Il avait sa face sombre, mais il n'utilisait pas son influence de cette manière-là, alors qu'Elon Musk le fait. Et puis c'était pas la même époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ferait Steve Jobs aujourd'hui. Steve Jobs ne s'exprimait pas de la même manière à l'époque. C'est évident. Les en médias tout cas, n'étaient ça pas en les fait mêmes. des personnalités différentes, mais en termes d'audience et de respect qu'en ont certains, c'est sûr que les deux personnalités se rapprochent. Et quand on voit que Twitter est quand même utilisé par tout le monde, même par les chefs d'État qui font des annonces principales majeures sur Twitter, si Twitter finalement met en avant plus de tweets qu'autre chose, c'est méga dangereux, surtout par exemple à l'approche des présidentielles. Je crois que j'ai lu un article qui disait qu'ils vont limiter les achats de Twitter Blue pour pousser les tweets avant la présidentielle. Ils veulent interdire aux candidats, aux européennes, législatives, etc., d'être abonnés Twitter Blue. Mais du coup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être certifiés aussi. Donc ça crée un imbroglio autour de cette histoire, juste parce qu'il a décidé qu'il fallait vendre un abonnement, mais c'est super bizarre. Après, Zuckerberg fait un peu pareil sur la certification et tout ça avec ce qu'ils ont lancé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Tout à fait. C'est 17 euros en plus. 17 euros, Alors, tu choisis ta certification soit sur Insta, soit sur Facebook. C'est ça. Parce que pour 17, tu ne peux pas avoir les deux. Non. C'est débile. Ce qui est débile parce que c'est le même compte. Ouais, mais il n'y a pas de petit profit, François. J'en ai bien peur. Non, au final, cette idée de l'abonnement payant, oui, elle a fait ses preuves. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que Snapchat aussi a fait un abonnement payant et ils ont 6 à 7 fois plus d'abonnés que Twitter. Alors que pourtant, Snapchat, en termes d'utilisation, est sans doute inférieur à Twitter. Ça, c'est vraiment la grosse surprise. Donc, ça cartonne, l'abonnement Snapchat cartonne. Donc, en fait, le truc de Twitter, lui va nous dire, il a lâché l'autre jour que Twitter n'a jamais été autant utilisé par seconde dans le monde, dans l'application, ce qui est une donnée qu'on ne peut pas mesurer parce que Apple l'interdit notamment sur iPhone. Donc, le truc est complètement faux. C'est inventé à 100% et ça a été débunké derrière. Il dit que Twitter Blue est un succès, que c'est génial, mais les cabinets d'analyse indépendants disent que non. Donc, c'est toujours très compliqué de juger. Il y a un truc que j'ai remarqué sur lui, il le fait de plus en plus, parfois, pour ne pas donner son avis sur un sujet, mais il sait comment ça fonctionne. Il va répondre à une publication, par exemple, transphobe ou un truc d'extrême droite, il va dire que Joe Biden, tout ça, et il va répondre juste 3 petits points ou concerning, et en fait, ce qu'il sait, c'est que vu qu'il a modifié l'algorithme pour booster ses propres tweets, pour booster les comptes certifiés, quand il fait ça, il ne retweet pas. Il ne donne pas son avis, il ne dit pas qu'il est d'accord, mais il booste en fait l'audience d'un truc. Et il fait ça tous les jours. C'est clair. C'est une influence quasi, c'est pas silencieuse, mais un peu pernicieuse. Absolument, mais c'est vraiment super mystérieux à quel point cette personne est capable. Et d'un autre côté, il arrive à Vivatech, il est très calme, il va voir Macron, il est très calme, il dit non, moi je suis en faveur des régulations européennes. Oui, il a vraiment... En fait, je trouve que parfois, désolé pour la comparaison, qu'il y a beaucoup de similitudes avec le comportement qu'avait Donald Trump sur Twitter, qui est de déverser toute sa haine, de s'amuser sur Twitter, d'en faire un jeu. Il est moins virulent parce que c'est Trump, c'était n'importe quoi. C'est pour ça que je suis désolé pour la comparaison. Je pense que Elon Musk est un peu moins virulent. Mais quand même, parfois, ça se ressemble. Et puis, bon, il tweet parfois des trucs intéressants et quand il c'est ce que je dis, c'est le paradoxe Elon Musk. C'est le paradoxe. Alors que Trump, c'était pas toujours très intéressant. Mais je pense que comme il a un peu quand même sur la fin été forcé d'acheter Twitter, peut-être que maintenant il se dit je vais m'amuser avec Twitter, c'est un terrain de jeu, je vais enlever ça. Mais bon, c'est un terrain de jeu à 40 milliards, c'est ça le problème. 40 milliards. Et aujourd'hui, il y a Meta qui débarque avec Threads, qui va peut-être leur faire beaucoup de mal. Ouais, Threads qui n'est pas disponible en France et en Europe. Bon, ça, c'est une vraie erreur, d'ailleurs. Ouais, mais alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pour se conformer aux réglementations européennes. Et ça prend du temps, donc voilà. Bon, là, maintenant, ils parlent de 2024, maintenant, pour l'Europe. Donc, ils font... Pour moi, vous savez, Meta a souvent fait semblant de si ça continue comme ça, on va être obligé de se retirer de l'Europe pour faire pression sur l'Union européenne. Et je pense que là, c'est la même chose. C'est complètement politique. Mais la réalité, c'est qu'ils sont juste en train de limiter les
la possibilité pour Threads de battre Twitter parce qu'ils ont décidé de se priver d'un des plus gros marchés du monde et que c'est pour moi une très grosse erreur. Mais en tout cas, ça marche. Un mot sur le Cybertruck, je ne sais pas si tu t'es un peu intéressé à ça. Ouais, il y a le premier Cybertruck qui est sorti d'usine la semaine dernière, je crois bien. Toujours Tesla, bien sûr. Toujours Tesla. Qui avait quand même été bagnole annoncé incroyable. Fin 2019. Incroyable. Donc, ouais. Et après, il y a une grande question, est-ce que ça va arriver un jour en Europe? C'est vraiment en France, là. Parce que c'est déjà très très gros. Mais vous ne trouvez pas que c'est une voiture de 1er avril? Si, complètement. On dirait un Lego. Ouais. C'est un truc, tu dis, mais ok, mais c'est super, bravo. Je pense que c'est une bonne blague. Quoi. Mais non. Et alors, c'est dingue, c'est qu'il y a plein de gens, enfin, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont réservé cette Qui voiture. avaient précommandé, il fallait mettre, je crois, un dépôt de $100 à l'époque, en 2019. Et du coup, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année aux États-Unis et potentiellement l'année prochaine en France. Rigolo, hein, si ça sort bel et bien. Là, ils ont tweeté justement tout à l'heure Tesla qui est en train de faire les tests dans le monde entier de cette voiture pour savoir si c'était justement jouable de rouler avec dans les petites rues de Nice par exemple. J'aimerais bien l'avoir en test dans la croiser dans la rue. Non mais attends, c'est incroyable. Peut-être que tu vas la croiser à Nice. Imagine sur la promenade des Anglais. Ça. Mais je pense que ça on le verra partout aux États-Unis. Ça va remplacer tous les gros 4x4 qui existent là-bas. J'espère qu'ils ont réglé le problème de la boule de pétanque sur le pare-brise. Déjà, ils ont rajouté quel génie, ça dit ça. Mais ça, c'est lunaire aussi, quoi. Non, le gars, il dit allez, vas-y, balance la boule de pétanque. Il explose tout. Alors qu'en fait, la voiture était en théorie. Je me suis toujours demandé si c'était pas fait exprès. Parce que cette image, elle a tellement buzzé que finalement. Ça marche encore aujourd'hui. Voilà, la preuve, on est en train d'en parler de cette image. Mais ce qu'il y a de dingue avec cette voiture, pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus, elle est pas chère. Elle est à $35 000. Ils ont quand même dit Elon Musk qu'elle allait être beaucoup plus chère. Il avait fait un tweet en disant on était peut-être un peu ambitieux à l'époque, mais la voiture va être un peu plus chère quand même. Mais ça aussi c'est le truc, parce que je dis que Tesla c'est génial, sauf que de l'autre côté je suis beaucoup de communautés de fans de Tesla et les mecs ils en ont juste marre parce que ça fait 5 ans qu'on leur promet des nouveautés pour un truc qu'ils ont payé, genre sur la conduite autonome notamment, et ça arrive jamais. Ils passent son temps à dire cette année c'est la bonne. Il a dit en fait sa personnalité, même dans son côté positif, le côté négatif d'Elon Musk parfois réapparaît. Enfin, il a ce côté mensonger et il annonce des choses qui mais en fait, pas, je pense que son cerveau va tellement vite, et ça c'est certain. C'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui n'est pas formaté comme nous, voilà. Mais il a dit que d'ici la fin de l'année, les Tesla seraient prêtes à être autonomes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit si tout va bien d'ici la fin de l'année. Mais il avait dit ça il y a 3 ans. Il a dit ça en 2012, en 2013, en 2014. Vraiment. On avait fait un article une fois. Je pense que chaque année, il remet à jour son tweet. On avait mis dans le titre toutes les années, justement, et c'était super drôle parce que le titre se tenait sur 5 lignes tellement il ment. Je pense que toutes les voitures sont aujourd'hui prêtes à être autonomes. C'est juste les législations qui font que c'est pas possible. À mon avis, ça ne le sera jamais possible. Après, aux États-Unis, notamment, une Tesla est quasi autonome. Enfin, tu peux te faire des centaines de kilomètres sans toucher au volant. En vrai, on peut faire beaucoup de choses. Il y a plein de fonctions qui ont été promises, qui sont pas encore là. Et qui arrive petit à petit. Mais bon, je veux absolument pas critiquer Tesla parce que je suis vraiment hyper fan de Tesla à titre personnel et j'aimerais qu'Elon Musk gère Twitter comme il gère Tesla. Ça serait pas mal. On n'a pas parlé de Starlink, on n'a pas parlé de Neuralink, et on n'a pas parlé de XAI. Ça aussi. Cela dit, on n'a pas grand-chose à dire puisque on n'y comprend rien. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec cette rétro bien sympathique de cette saison 2022-2023. Avec le Apple Vision Pro que vous avez testé tous les deux. Ça c'est intéressant. Confrontation de Nico et de JB là-dessus. Il va y avoir du sang. Il va y avoir du sang, ça va être horrible. Restez avec nous. Putain, ça c'est un super teasing, franchement. Et puis vous likez la vidéo en plus, comme ça sera bien. Et Apple Vision Pro et Oppo aussi. Ça c'est quand même une sacrée surprise. Un constructeur chinois majeur de smartphones qui s'en va comme ça en pas chassé de certains marchés. C'est un truc de fou. On en parle dans un instant. Deuxième partie de quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.